Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui nous allons parler et échanger un épisode très important dans l'histoire, car nous allons parler de l'Invincible Armada. Ce projet d'invasion de l'Angleterre par l'Espagne en rassemblant une immense flotte, s'il avait réussi, aurait pu changer la face du monde. Donc l'Invincible Armada, ou la Grande y Felicissima Armada, un dos tres a derecha Ramon, admirez mon accent, se traduisant en français par la Grande et Heureuse Flotte, ce qui est assez ironique vu le destin qu'elle a rencontré, qui n'est ni grand ni heureux, mais bon, ça vous l'avez compris. Le but de cette flotte était donc d'envahir la couronne d'Angleterre en 1588, pour tout un tas de raisons que je vais vous exposer dans ce petit résumé du contexte. Dans les années 1560, le chaos règne en Europe. Le monde occidental est plus que jamais divisé entre protestants et catholiques qui se battent depuis des dizaines d'années. L'Angleterre, de son côté, a depuis un moment imposé la pratique de la religion anglicane, donc une religion protestante fondée sur l'anglicanisme, doctrine officielle de la couronne d'Angleterre. Ce qui énerve énormément le tricatholique roi d'Espagne, Philippe II, qui cherche par tous les moyens à s'opposer à l'Angleterre. Le royaume de France, de son côté, est très affaibli et alterne entre périodes de guerre civile et de paix relative. Quant au Saint-Empire romain germanique, une entité regroupant des dizaines de principautés, de territoires et de royaumes, eh bien, il est divisé entre catholiques et protestants au nord et au sud. L'Empire espagnol est à ce moment-là au sommet de sa gloire, disposant du plus grand empire colonial du monde et d'une flotte assez puissante. Niveau territoire, l'Espagne était également plus grande qu'aujourd'hui, car elle disposait d'un contrôle plus ou moins relatif sur le sud de l'Italie et sur la Flandre. La Flandre qui correspond à peu près territorialement aux Pays-Bas actuels et qui était un bastion protestant. Sauf qu'espagnol catholique et néerlandais protestant, ça ne se mélange pas forcément très bien, c'est pour ça qu'une rébellion arrive en 1568, soutenue par l'Angleterre. L'Angleterre qui en plus de ça payait des corsaires afin de piller les navires espagnols revenant des colonies, ce qui avait pour don d'énerver encore plus Philippe II, décidément qui était très énervé. Pour toutes ces raisons-là, et d'autres raisons plus économiques, c'est un Philippe II très vénère qui en 1585 va déclarer la guerre aux Anglais. Guerre qui durera à peu près jusqu'en 1604. Le 29 juillet 1587, Philippe II va voir le pape et lui demande si éventuellement peut-être il y aurait moyen de renverser Élisabeth Ier, alors reine d'Angleterre. Le pape va bien sûr dire oui et les Espagnols vont alors commencer les préparatifs d'une immense flotte destinée à l'invasion de l'Angleterre. Et pour calmer Philippe qui était très énervé. C'est donc une flotte gigantesque de 130 navires comportant 30 000 personnes dont 20 000 soldats qui va être rassemblée. Ce qui peut paraître assez peu par rapport au débarquement de Normandie, mais qui à l'époque était assez gigantesque. Le plan n'était pas très compliqué, il s'agissait de remonter les côtes françaises jusqu'à Calais, y embarquer 18 000 soldats et ensuite aller en Angleterre et y débarquer. Les Anglais voulant à tout prix empêcher ce débarquement, et c'est compréhensible, vont tout faire afin de désorganiser l'embarquement des troupes espagnoles à Calais. Ils iront même jusqu'à bourrer d'explosifs plusieurs de leurs meilleurs navires et les balancer contre les Espagnols dans une version 16e siècle d'un attentat suicide. Aucun navire de l'Invincible Armada n'est coulé, mais la flotte est tellement désorganisée qu'elle ne peut pas embarquer les troupes à temps. Finalement, la glorieuse tentative de débarquement de la Grande et Heureuse Armada est ajournée puis annulée dû au fait des conditions météo. Voulant rentrer en Espagne mais étant forcés par la flotte anglaise de contourner l'Écosse pour le faire, les Espagnols vont finalement se faire prendre dans un cyclone et perdre une vingtaine de leurs meilleurs navires. L'opération est donc un échec pour l'Espagne, ce qui achève d'énerver Philippe II. Suite à ça, une contre-armada sera formée par l'Angleterre qui échouera misérablement et l'Espagne reprendra petit à petit la main dans le conflit. Le traité de Londres signé en 1604 interdit aux Espagnols d'intervenir en Irlande et aux Anglais d'intervenir en Flandre. La guerre aura contribué à vider les caisses des deux pays et l'Angleterre est restée non envahie pendant la durée du conflit. Alors bien sûr, ce que vous venez d'entendre n'est que la version simplifiée de l'histoire, la réalité est beaucoup plus complexe. Mais maintenant, chers abonnés spectateurs, imaginons un seul instant que l'Invincible Armada ait réussi à débarquer en Angleterre. Quelles auraient été les conséquences d'un succès total de cette flotte d'invasion, et si l'Angleterre s'était fait envahir par l'Espagne? Que se serait-il passé et comment le monde aurait changé? Alors au vu des conditions et des différents facteurs qui sont intervenus dans les événements, le débarquement est un peu difficile à rendre crédible. Donc on va dire dans cette vidéo, dans ce scénario, que les Anglais n'arrivent jamais à désorganiser les Espagnols à Calais, ce qui permet l'embarquement des troupes. En cas de débarquement réussi, les troupes espagnoles très aguerries et expérimentées auraient massacré littéralement les troupes anglaises qui n'étaient pas préparées. La ville de Londres et bientôt la majorité du royaume serait très vite tombée aux mains des Espagnols. De grandes zones en Angleterre auraient bien sûr échappé au contrôle de Philippe II, mais la majorité des villes ainsi que la majorité de la population auraient été sous contrôle. La première conséquence aurait été que Élisabeth Ier se serait faite soit capturée, soit serait partie en exil. Et la religion catholique est réinstaurée en tant que culte officiel en Angleterre. Alors bien sûr, dans ce scénario, les protestants ne disparaissent pas comme ça, comme par magie. Mais les Espagnols, le pape avec l'aide de l'Inquisition aurait tout fait pour que la majorité des Anglais redeviennent catholiques, ce qui aurait très bien pu se produire. Et le fait que le protestantisme soit remplacé et décline en Angleterre aurait eu des conséquences et des réactions en chaîne dans le monde entier.
Tout d'abord, l'interdiction du protestantisme en Angleterre aurait poussé des centaines de milliers de protestants à fuir dans d'autres pays. Les colonies anglaises en Amérique du Nord n'existant pas encore, ceux-ci auraient très sûrement fui en Allemagne ou alors dans les pays scandinaves. Tout comme la fuite des protestants français a profité à l'Angleterre, la fuite des protestants anglais aurait profité à d'autres pays comme les pays scandinaves ou certaines principautés allemandes. Au niveau religieux, sans l'Angleterre qui le supporte, le protestantisme aurait perdu de l'influence petit à petit en France, en Suisse et en Allemagne. Concernant le trône anglais, la personne qui aurait remplacé très probablement Elisabeth Ier aurait été soit Philippe II, qui du coup ici est moins énervé, soit sa fille. Les troupes de la couronne d'Espagne victorieuses en Angleterre auraient pu donc se concentrer sur les indépendantistes en Flandre. Les Pays-Bas auraient donc très bien pu ne pas être indépendants, ou alors beaucoup plus tard que dans la réalité. Alors les Espagnols n'auraient pas pu rester très longtemps en Angleterre, déjà pour des raisons financières et ensuite parce que la population, catholique comme protestante, leur aurait été hostile à un moment. Mais l'installation d'un roi et d'une reine catholique sur le trône aurait bouleversé l'ordre du monde. Déjà, l'Espagne sort peut-être sans un sou de cette guerre, mais sort victorieuse et pleine de prestige. Les années suivantes, ce conflit aurait donc été dominé principalement par l'Espagne. La France de cette réalité alternative aurait été beaucoup plus influencée par les intérêts espagnols. Tout simplement car encerclée de toutes parts, à la fois au sud mais également au nord, par une Flandre matée par les troupes revenues d'Angleterre. La France dans la réalité était en guerre civile et Henri III s'est fait assassiner pour laisser place à Henri IV, un roi à la base protestant. Mais ça c'est ce qui s'est vraiment passé et dans ce scénario cela aurait changé. En effet, les Espagnols après avoir imposé la religion catholique en Angleterre auraient cherché à influencer et à diminuer la religion protestante en France. Le roi Henri IV, qui était à la base protestant, ne serait donc très sûrement jamais monté sur le trône car les Espagnols ne l'auraient jamais voulu. Afin d'imposer ce qu'ils voulaient, ces derniers étaient également très en moyen d'envahir la France qui était affaiblie. Mais qu'en est-il du Nouveau Monde, qui à l'époque commençait à peine à être colonisé? Eh bien dans ce scénario, l'Angleterre n'a jamais les moyens de lancer une colonisation massive du Nouveau Monde comme elle l'a fait dans la réalité. Les 13 colonies anglaises qui donneront naissance plus tard aux États-Unis n'auraient donc sûrement jamais existé dans ce scénario. Les grands gagnants de tout ça auraient donc été en premier lieu les Espagnols, mais également les Français. Et pourquoi pas d'autres pays comme l'Écosse ou encore la Suède qui auraient profité du vide de la non-colonisation anglaise afin d'avoir quelques colonies. Écosse qui dans ce scénario aurait très bien pu rester indépendante indéfiniment ou alors encore pour un moment. Dans ce scénario, les Espagnols seraient remontés beaucoup plus au nord dans leur colonisation. Et les Français à terme auraient très sûrement colonisé une grande partie des États-Unis actuels, dont la côte ouest ainsi qu'une partie de la côte est. On peut tout de même imaginer que les Anglais aient quelques colonies, soit dans les Caraïbes, soit dans quelques parties du Canada ou des États-Unis actuels, mais absolument rien d'aussi imposant que dans la réalité. Seulement l'Empire espagnol ne serait sûrement pas resté numéro uno tout le temps. Déjà dans ce scénario, le nombre de territoires présents dans cet empire est gigantesque et difficilement tenable sur le long terme. Et ensuite, il y a un truc qui est également arrivé dans la réalité qui s'appelle l'inflation. En effet, quand tu ramènes trop d'or de tes colonies, au bout d'un moment, l'or ne vaut plus rien. Comme dans la réalité, l'Empire espagnol se serait complètement craché économiquement à un moment ou à un autre. Et la France, qui aurait été après la victoire de l'invincible Armada sous influence espagnole, se serait libérée petit à petit de cette même influence, jusqu'à devenir très sûrement le plus grand rival de l'Espagne au XVIIe siècle. Tant au niveau des colonies que des guerres en Europe d'ailleurs qui auraient été difficilement prévisibles étant donné que tout a un peu changé. En effet, une simple monarchie renversée en Angleterre aurait fait basculer le jeu des alliances. Et les centaines de milliers de protestants arrivés en Allemagne ou dans les pays scandinaves auraient également renversé certains équilibres en place. On aurait donc peut-être vu un Saint-Empire romain germanique plus protestant que dans la réalité par exemple. L'Angleterre quant à elle aurait très sûrement vu plusieurs guerres de religion entre protestants et catholiques, ce qui n'aurait pas contribué à sa renaissance. Concernant le reste du monde et plus particulièrement l'Afrique, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient ou encore l'Asie, je ne pense pas que grand chose aurait changé. Mais encore une fois, si vous pensez le contraire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À partir du XVIIe siècle, il devient extrêmement difficile de faire des prévisions sur ce à quoi le monde pourrait ressembler. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, par exemple, n'auraient jamais été colonisées par les Anglais et auraient été colonisées par un autre pays, la France, l'Espagne, mais peut-être un autre. Au niveau linguistique et culturel, l'Amérique du Sud serait sûrement restée à peu près similaire à notre réalité dans ce scénario. Par contre, l'Amérique du Nord aurait bien changé, et ce en de nombreuses manières. Tout d'abord, le Canada aurait très sûrement été peuplé entièrement de Français, et donc serait resté francophone jusqu'à nos jours. Quant au territoire qui correspond aux États-Unis actuels, il aurait été un mélange assez étrange d'anglais, d'espagnol et de français, tout en sachant que les pays qui se seraient formés auraient été très différents par rapport à la réalité. On aurait donc sûrement vu des pays francophones à l'ouest ainsi qu'au nord, un peu à l'est, des pays anglophones au milieu et à l'est, ainsi que des pays hispanophones au sud. Et peut-être quelques villes suédoises ou écossaises, qui sait.
Et la non-création de pays qui sont aujourd'hui dans notre réalité importants aurait eu des conséquences assez énormes sur l'histoire du monde, vous pouvez vous en douter. Vu que ça devient carrément trop vague pour faire des prévisions précises à ce niveau-là, je vous laisse le soin de continuer le scénario comme vous le souhaitez dans l'espace commentaire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu une fois encore et je vous invite à laisser un pouce bleu si jamais c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner tout en cliquant sur la petite cloche de notification afin de ne rien rater à mes prochaines vidéos. Si jamais mon projet vous plaît beaucoup, vous pouvez également me faire un don sur Tipeee ainsi que me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.